Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui correspond à un échange que je vais avoir avec Laurence, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Laurence Equinon, je suis coach et biohacker et je suis passionné par le développement des comportements à succès, que ce soit au niveau mental, au niveau physique, au niveau des individus et au niveau des organisations. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Laurence qui va nous parler du lien entre les valeurs et les niveaux de conscience. Alors, bonjour Laurence et bienvenue. Comment Bonjour ça va? Laurent. Écoute, tout va très bien ici. Merci de m'accueillir chez toi, sur ta chaîne. Je suis ravie voilà, d'avoir cette discussion ensemble. Ok, bah écoute, génial. Alors, qui est Laurence en quelques mots? En quelques mots, alors, écoute, je suis consultante RH, donc en ressources humaines. Je suis devenue coach aussi. Étant donné que j'ai beaucoup travaillé avec des clients, des entreprises, avec des organisations, dans tout ce qui est cohésion d'équipe, développement du leadership. Et donc finalement, voilà, ça m'a amené au coaching, pas seulement le coaching d'équipe d'ailleurs, mais aussi le coaching individuel et plus particulièrement, et c'est ce que j'adore faire aujourd'hui, le coaching de connaissance de soi. Ok, ok. Et c'est donc dans ce contexte-là que tu t'es finalement intéressé aux valeurs et à tout ce que le travail sur les valeurs pouvait justement nous apporter. Oui, alors, c'est bien que tu poses cette question-là, Laurent, parce que c'est vrai que, bien sûr, tout ce qui est cohésion d'équipe, leadership, etc., comme je l'ai dit, ça touche à la culture d'entreprise, à la façon dont on est ensemble dans un groupe qui a un objectif commun, qui est de réussir et de rester sur le marché et de prospérer. Voilà, on sait tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis plus particulièrement intéressée aux valeurs dans ce contexte-là. Mais en parallèle, il y a quelques années, j'ai aussi traversé une phase de vie dans ma vie personnelle qui m'a amenée à m'intéresser à mes propres valeurs. Et ça, aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne l'avais pas encore fait avant. Je commence à avoir quelques décennies au compteur, donc comme quoi il n'est jamais trop tard, mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour tout, on n'est pas toujours prêt à faire ce voyage intérieur. Moi, à un moment donné, la vie m'a amené à le faire, en tout cas à le démarrer, parce que c'est quelque chose qui ne se termine jamais vraiment quand on a commencé à faire cette exploration. Et donc, c'est vraiment à un moment donné, cette combinaison entre mes intérêts professionnels, ce que je voulais et veux toujours réaliser pour mes clients et les aider à obtenir eux-mêmes, et puis aussi une certaine, euh, une certaine sensibilité personnelle pour la question des valeurs et à quel point il est important de les connaître et de se connaître soi-même, comme disait un certain Socrate. Mhm. Ok, bah écoute, super. Donc là, du coup, bah, je propose de passer directement dans le cœur du sujet. Donc, tu nous as présenté, tu nous as préparé par contre quelques diapositives. Donc, on va directement démarrer par celle-là. Mm, oui, oui. Alors, d'abord, j'adore les citations, hein, j'en mets partout, hein, dans mes présentations, dans les slides que j'utilise avec mes clients. Moi, je les trouve très inspirantes. Et celle-ci, j'aime beaucoup, de Jean-Paul Sartre, qui était un existentialiste, hein, et qui a aussi beaucoup travaillé ou beaucoup réfléchi et qui s'est beaucoup interrogé autour des valeurs et qui a dit que ben voilà, c'est quoi? C'est le sens qu'on choisit de donner à sa vie. Alors ici, pourquoi j'ai voulu partager cette citation-là pour démarrer notre conversation, Laurent, c'est parce que
il y a deux mots ici, moi, qui me parlent euh, de façon vraiment très profonde. C'est le mot sens et puis c'est le verbe choisir. Hmm. Alors, sens, parce qu'effectivement, les valeurs sont ce qui nous aide à prendre des décisions et à donner une orientation à notre vie. Donc, c'est sens dans sa double définition, hein, sens au niveau de est-ce que ma vie a du sens, c'est le pourquoi je fais ce que je fais, hein, mais aussi sens dans le sens d'orientation. Et alors choisir, c'est un verbe. Un verbe, c'est quelque chose qui est lié avec une action. Et j'aime beaucoup l'idée, parce que ça me parle aussi personnellement, qu'on a à peu près toujours, je suis prudente, hein, à peu près toujours le choix dans la vie de s'orienter d'une façon ou d'une autre. Donc ça fait partie de notre liberté personnelle. Et le choix et la liberté, c'est un autre grand thème des existentialistes. Et voilà, et ça me parle beaucoup, c'est très très bien en lien avec les valeurs. Mhm. Bah, écoute, j'adore. Et donc, bah, déjà, les citations, parce que moi-même, voilà, j'en partage régulièrement et c'est vrai que je trouve ça très, très impactant. Et justement, si on joue un peu sur les mots, ça me fait penser au pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots. Et c'est vrai que la différence que je fais, par exemple, par rapport à ça, si je prends le pourquoi de Simon Sinek, là, le fameux pourquoi, il dit toujours, ça vient du passé. Donc, c'est les expériences vécues, finalement, qui font qu'on a des choses qu'on a envie soit de changer ou d'améliorer. Et alors le pourquoi en deux mots, c'est finalement le futur, vers où on va. Et donc on rejoint aussi la notion de sens dans son double sens, comme tu le disais. Donc c'est assez génial. Alors ben, passons directement à la slide suivante. Mhm. Alors, ça, c'est mon iceberg. Moi, j'aime bien l'iceberg. On connaît hein, la métaphore de l'iceberg dans beaucoup voilà, de contextes et d'illustrations différentes. Ici aussi, donc j'utilise cette image aussi avec mes clients pour bien, en début de trajet, en début de coaching, euh, pour bien comprendre à quel niveau de profondeur, littéralement, on va travailler. Donc, on va vraiment aller au plus profond de soi-même, à l'essence des choses. En tout cas, le plus profond de soi-même qui nous soit cons- conscient, qui est conscientisé, hein. Après, il y a encore toute une zone mais, voilà, inconsciente sur laquelle il est difficile de travailler directement, mais indirectement, quand on travaille sur les valeurs et les croyances, donc on voit ici tout en bas de l'iceberg, eh bien, on touche quand même un petit peu à la limite entre les deux. Et donc, ce qui est intéressant ici, Laurent, dans ce slide, c'est de voir que il y a une chaîne de, d'impact, si tu veux, entre les différentes couches de notre personnalité qui sont faites, hein, comme on le voit au niveau le plus essentiel, le plus fondamental, par nos valeurs. Mais de nos valeurs découle ce qui nous pousse, hein, nos aspirations, nos motivations, ce qui peut nous freiner aussi, hein, c'est vrai dans l'autre sens, hein, ce qui peut nous démotiver, mais on est dans dans la même sphère. Et puis de là découlent nos talents et nos compétences. Et donc, ça devient de plus en plus visible et concret, hein. On voit qu'on arrive avec les talents et les compétences, on est déjà à moitié avec la tête hors de l'eau, hein. Et puis, finalement, le plus visible, l'élément le plus visible, ce sont nos comportements. Et donc, on voit que finalement, nos comportements et le mot performance ici, je l'utilise parce que c'est intéressant de faire le lien dans le contexte d'une organisation, d'une entreprise, d'une équipe. On fait aussi le contexte
avec la façon dont on travaille ou les façons de travailler, d'être ensemble, de décider, etc. Mais disons que dans la vie en général, appelons ça nos comportements, puisqu'ici, dans notre discussion, on ne se focalise pas uniquement sur la vie au travail, on est vraiment dans quelque chose de plus général. Et donc, ce qui est intéressant de découvrir, c'est que nos comportements ont vraiment des racines qui descendent très, très, très profond à l'intérieur de nous, et les valeurs en sont en fait le premier, c'est la première marche de l'escalier, et c'est pour ça que je les trouve très intéressantes à aller explorer. Oui, tout à fait. Et j'adore cette image, cette continuité. Donc, je vais te piquer la métaphore. Et c'est vrai que ce que je me dis aussi, c'est que finalement, quand on va parler d'intégrité ou de cohérence, ben, c'est quelque part de voir si on a tout ce chemin qui s'aligne correctement finalement entre voilà, ce qui est plus profond et par rapport à ce qu'on exprime Tout à fait. concrètement, on peut dire. Tout à fait. Et sans doute, mais là, c'est toi le spécialiste, mais pour les connaisseurs en PNL, je pense qu'on est un petit peu là-dedans aussi, hein, dans cette, avec les niveaux logiques, on va explorer différents niveaux de fonctionnement, différentes couches de nos façons d'être et de faire. Et à partir de là, eh bien, on regarde justement, comme tu disais, la cohérence dans tout ça. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un outil aussi de travail quand on veut agir à un certain niveau. Quand on voit que ça bloque un peu, bah, du coup, ça va être intéressant de travailler soit au-dessus, soit en dessous, soit les deux. Donc ouais, c'est Mm. un super modèle. Alors, pour arriver à la dia suivante, alors voilà. Donc là, on arrive à ce fameux modèle de Barrett. Oui, oui. Alors, je raconte un petit peu de quoi il s'agit. Alors, c'est l'outil, enfin, c'est un des outils que j'utilise dans mon programme de coaching, comme, on va dire, comme base, hein, comme point de départ, mais je le trouve très, très intéressant, très pertinent. Alors, ce modèle, il a été conçu par Richard Barrett, qui a fondé le Barrett Value Center, le BVC, ou le BVC, c'est anglais. Euh, ce que j'ai directement aimé en découvrant, il y a quelques années, entre-temps, en découvrant ce modèle, cet outil, j'ai beaucoup aimé le lien qui y est fait entre les valeurs et les niveaux de conscience. Et on voit ici qu'il y a 7 niveaux de conscience dans ce modèle. Alors, je vais un tout petit peu en parler tout de suite de ces niveaux de conscience, mais peut-être commencer par spécifier ce qu'est un niveau de conscience, parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu abstrait, hein. Alors, euh, on a chacun, on est chacun à un niveau de conscience propre, un niveau de conscience dominant, même si on peut être à plusieurs à la fois sur le modèle. C'est tout à fait possible et c'est même très courant. Mais il y en a toujours un qui est dominant en fonction de notre stade de vie, de nos expériences dans la vie, à ce stade, au stade où on est, hein, la façon dont on se sent, de notre challenge, des différentes dimensions de notre vie à ce moment-là, dans ce stade-là. On a la dimension psychologique, on a la dimension physique, on a la dimension sociale, par exemple. Et donc, en fonction de tous ces éléments-là, j'en ai déjà cité quelques-uns, chacun de nous va se retrouver sur, ou peut-être à, plutôt que sur, à un niveau de conscience qui lui est propre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui définit un niveau de conscience? Il y a deux composantes, il y a deux choses qui interviennent.
il y a notre vision du monde. Comment on voit le monde? Comment tu vois le monde, Laurent? Comment, hein, chaque personne qui nous écoute voit le monde? On peut, par exemple, trouver que le monde dans lequel on vit est un monde beau et qui permet l'espoir, parce voilà, on voit le beau là où il est, ou on peut trouver que c'est un monde difficile et, et plutôt désespérant. Et entre les deux, il y a toute une gamme de positionnement et de vision intermédiaire. Disons, je prends les deux extrêmes pour l'exemple. On peut aussi trouver que ce monde est un monde plein de possibilités. On parlait de choix tout à l'heure avec Sartre. On peut trouver que le monde est plein d'options, que tout est ouvert et qu'on a la liberté de choisir où on veut aller. On peut aussi trouver que ce monde est un monde avec enfin, qui offre des options et des ressources limitées, et ce qui nous limite dans nos choix. Euh, voilà, ça, ce sont des exemples de comment on peut voir le monde. On peut aussi voir le monde d'une façon plus orientée vers l'extérieur, vers les autres, ou plus orientée vers soi, vers l'intérieur. Et tout ça, Laurent, tu l'auras compris, ça peut varier, ça varie en fonction des stades, de nos stades de développement dans la vie, hein, de nos phases de développement. Alors, un deuxième élément qui définit notre vision du monde, pardon, notre niveau de conscience, le niveau de conscience auquel on se trouve, ce sont nos besoins, nos besoins. Et traditionnellement, euh, Richard Barrett n'est pas le premier à l'avoir modélisé, hein. Il y a eu Freud avant, il y a eu Piaget et beaucoup d'autres qui ont théorisé des modèles de développement de l'humain en fonction de stades de vie. Hmm. Et donc, on a aussi Maslow, la fameuse pyramide de Maslow. Donc, tout ça, ce sont des inspirations qui nous disent quoi? Qui nous disent que depuis notre enfance, on a des besoins qui sont typiquement des besoins humains et qui sont plus ou moins remplis, plus ou moins comblés. Alors, on s'intéresse évidemment en matière de besoins, on s'intéresse typiquement à ceux qui n'ont pas été remplis ou comblés et qui restent en fait actifs. Ça veut dire qu'en grandissant et puis à l'âge adulte et même au-delà, on, on continue consciemment ou inconsciemment d'aller à la recherche de ces, de ces choses, de ces émotions, de ces personnes, pour certains, ça peut être une carrière, pour d'autres, ça peut être la famille, pour d'autres, enfin, il y a des tas de façons de combler nos besoins non remplis. Mais donc, ça, c'est vraiment aussi un autre aspect qui va définir, qui va intervenir dans la définition du niveau de conscience auquel on se trouve. Donc, la vision du monde, notre vision du monde et nos besoins avec spécifiquement ceux qui n'ont pas été remplis, je dirais. Oui, écoute, Jusque-là, ça va? oui, non, non, écoute, c'est super intéressant et c'est vrai que ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue de Tony Robbins, qui est un de mes mentors, et il présentait un modèle un peu similaire et il disait aussi que voilà, par rapport aux différents niveaux de conscience, ben, il y a effectivement, comme tu le dis, un niveau, on évolue dans un niveau entre guillemets moyen, mais c'est vrai qu'on peut avoir, en fonction des domaines de notre vie, être à des niveaux différents. Si tu veux, et par exemple, l'exemple qu'il donnait, c'était celui de Bill Clinton, hein, donc un ancien président américain qui est connu pour sa célèbre affaire avec son assistante Monica Lewinsky. Et il expliquait qu'en fait, ben voilà, au niveau de sa vision du monde, de son rôle de président, ben, il était plutôt assez haut dans les niveaux de conscience, parce que c'est quelqu'un qui était dans la compassion, enfin dans l'envie de créer, de connecter, etc.
Ben, par contre, clairement, dans sa vie sexuelle, il était plutôt dans un niveau, je vais dire, plus bas. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir aussi, à titre purement individuel, en fonction de certains domaines de notre vie, ben, être vraiment aussi très polarisé dans ces niveaux de conscience aussi. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser aussi, Laurent, à finalement à cette constatation que disons, les personnalités qui détiennent, qui sont les centres de décision dans notre monde hyper connecté, mais en même temps où les nationalismes reviennent au devant de la scène, mais toutes ces personnalités politiques, ces grands chefs d'État, eh bien, ont souvent effectivement un profil, euh, comme tu dis, assez polarisé, avec une dispersion sur plusieurs niveaux, qui peut créer, quand on n'en est pas, parce qu'on en a tous, hein, des dispersions sur plusieurs niveaux, mais quand on ne se penche pas dessus et qu'on n'en a pas conscience, eh bien, ça peut donner lieu à des recherches d'ego et de satisfaction de besoins qui ne sont plus contrôlés réellement ou qui ne sont pas suffisamment conscientisés que pour rester, je dirais, dans un cadre, on va dire, acceptable. Là, on est plus dans la morale des choses, mais voilà. Quelque part aussi, on est dans le conflit intérieur dans ce cas-là, finalement. On peut avoir des conflits de valeurs. Oui, tout à fait. Ça devient intéressant quand c'est conscientisé, parce qu'alors on peut se demander, en toute âme et conscience, justement, que faire avec ce conflit, que choisir, quelle orientation choisir à partir de mes valeurs. Tandis que quand ça ne l'est pas, eh bien, voilà, c'est un cheval fou. J'adore les chevaux, hein, mais c'est un peu cette image je dirais, de mouvements non contrôlés, incontrôlables, et on le voit chez Poutine, on l'a vu chez Trump et chez d'autres, hein. Voilà, c'est assez caractéristique on va dire, des grands de ce monde. Oui. Et d'ailleurs, le Barrett Value Center a fait cette analyse aussi. Ah, Je me ok. rappelle qu'une analyse est sortie euh, du sablier ici qu'on voit à l'écran de Donald Trump à l'époque avec le papier doit encore être disponible quelque part euh, sur le site du BVC ou en tout cas en googlant, mais en tout cas je l'ai lu. Et c'était pas mal fait. Bon, évidemment, on lui a pas demandé de le remplir, hein. Ça a été fait en fonction de ce qui est observé de l'extérieur. On l'a fait à sa place. Ouais, ouais. Et puis alors, je vois que tu as mis aussi deux photos à côté du sablier. Oui, oui. Alors, oui. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on parlait d'ego. Alors, mais je vais peut-être aussi parler un tout petit peu des 7 niveaux, mais en tout cas, les niveaux inférieurs du sablier, de 1 à 3, correspondent au niveau de l'ego. Et les niveaux supérieurs, de 5 à 7, correspondent à ceux de l'âme, dans le jargon de Barrett. J'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Alors ici, il faut quand même bien se dire que l'ego, c'est pas du tout négatif, hein. On a besoin, hein, d'un ego pour vivre et survivre et être conscient de ce qu'on est justement, hein. Sans ego, on serait quelque part, on serait dissous, je dirais. Donc l'ego n'est pas du tout négatif, il est lié à des valeurs qui sont plutôt des valeurs d'intériorisation de soi, comme par exemple, regardons un petit peu les 3 niveaux de conscience ici, qui sont la survie, le relationnel et l'estime de soi. Alors, ça sont les niveaux de conscience. Donc, à un moment donné, on peut être à un de ces niveaux parce que, en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve et de aussi notre état
mentale, interne, émotionnelle, en fonction de tout ça, on peut à un moment donné avoir besoin de se centrer sur soi, de quelque part de retrouver son centre pour pouvoir à nouveau ressortir vers le monde extérieur, vers les autres, hein. Donc, c'est pas du tout négatif d'être à ce niveau-là. Donc, dans ce modèle, on ne raisonne pas en termes de c'est bien ou c'est pas bien. Cela dit, et peut-être là, tu le vois à l'écran, il y a à ces trois niveaux de conscience-là, il y a des peurs qui peuvent apparaître. Donc, quand on est occupé ou quand on est, disons, euh, euh, à des niveaux de conscience qui sont liés à l'ego, il se peut qu'à certains moments, on soit mu par des angoisses, par des peurs. Par exemple, au niveau 3 sur l'estime de soi, ça peut être la peur de ne pas être assez bien, de ne pas être assez valable, dans une situation donnée, dans un contexte donné. Et encore une fois, ce n'est pas du tout négatif. Moi, je travaille aussi beaucoup avec les émotions dans mon coaching et j'encourage mes clients à les accueillir. Et d'ailleurs, qu'on soit en environnement euh, euh, personnel, hein, ça vaut tout autant dans la vie, dans la vie personnelle, familiale, sociale, que dans la vie au bureau, au travail. Hmm. Donc, utiliser les émotions comme, comme les peurs et les angoisses pour ce qu'elles ont à nous apporter comme message et d'aller réfléchir aux besoins qu'il y a derrière, hein, puisqu'on parlait de besoins tout à l'heure, et de se demander là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on choisit de faire en accord avec nos valeurs, parce qu'à chaque niveau de conscience sont liées une série de valeurs qui n'apparaissent pas ici. Euh, mais par exemple, pour l'estime de soi, une valeur parmi une certaine quantité, c'est la qualité, c'est ce qu'on pourrait appeler, alors traduit dans l'environnement professionnel, parce que on, on peut traduire ces niveaux de conscience en culture d'organisation. Du côté professionnel, on va parler d'excellence, mais sur le plan personnel, ce sera la valeur de ce que je fais, je veux le faire bien, je veux que ce soit qualitatif. Hmm. Et donc, là, il peut y avoir des moments un peu plus compliqués avec certaines peurs qui arrivent. Alors, le niveau 2, c'est le niveau relationnel. Donc là, on est sur euh, le focus, disons, sur avoir des relations harmonieuses. En gros, c'est aimer et être aimé. Ça correspond à ce besoin-là. Et alors, le premier, en descendant vers le bas, c'est la survie. Donc ça, c'est vraiment les besoins physiques, physiologiques de survie. C'est avoir de quoi manger, de quoi boire, les moyens financiers, un toit sur la tête. Dans, traduit dans le contexte de l'entreprise, c'est par exemple la crise économique. À un moment donné, les chiffres ne sont pas bons, c'est un peu panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait? On est en mode survie et à ce moment-là, ce sont ces valeurs-là qui sont plus des valeurs euh, de gestion, de contrôle, hein, qui vont être mises en œuvre. Et dans ce contexte de survie, c'est OK, c'est nécessaire. Maintenant, micromanagement et contrôle quand on n'est pas en mode survie, là, ça peut être plus problématique. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille avec les valeurs en se demandant, tiens, est-ce qu'ici, le niveau auquel je me trouve, ou les niveaux auxquels je me trouve, est-ce que les valeurs qui y sont liées, et qui sont forcément les miennes, hein, puisqu'on travaille sur base d'un questionnaire par lequel euh, tu sélectionnes tes valeurs les plus prégnantes, les plus importantes, donc ce qui est important pour toi dans la vie, eh bien, de voir comment tu peux atteindre les résultats que tu souhaites
mais en alignement avec tes valeurs et que de préférence, ce soit des valeurs, je dirais, positives pour toi, pas qui vont créer encore plus de peur, d'angoisse, et on appelle ça l'entropie, hein. Oui. Donc ça c'est pour l'ego. Et puis pour revenir à ta question, euh, eh bien, le niveau de l'âme, qui est celui du dessus, c'est plutôt celui où on va s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. Donc, si tu veux, quand les niveaux liés à l'ego, les trois niveaux de conscience liés à l'ego sont, on va dire, OK, pour le dire simplement, qu'il n'y a pas de grosses préoccupations à ce niveau-là, eh bien, on est alors en capacité de s'ouvrir vers l'extérieur. Si ça fait partie de nos valeurs de le faire, hein. C'est pas grave si c'est pas le cas. Euh, mais à ce moment-là, eh bien, on va vers tout ce qui est euh, authenticité. C'est le niveau 5, la cohésion interne. On trouve important d'être authentique. Ça, c'est la valeur qui est liée. C'est important pour moi de dire ma vérité, d'oser me montrer comme je suis, même si je me montre parfois vulnérable, d'être authentique. Ensuite, on a le niveau faire la différence, le niveau de conscience faire la différence, c'est dire voilà, je suis dans ma vérité, je l'exprime. Euh, eh bien, maintenant, je suis en capacité, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, pour me relier à d'autres, pour créer des partenariats, pour avoir un impact positif. Alors, ça peut être dans des choses très simples, une association de quartier, aller aider quelqu'un de sa famille ou un voisin ou un ami ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas à faire un bricolage. Enfin, je parle de bricolage parce que je suis très nulle là-dedans, mais donc moi, voilà, j'apprécie toujours qu'on m'aide quand j'ai un besoin à ce niveau-là. Mais ça peut aussi être dans l'univers du travail. Ben, c'est la collaboration, c'est les équipes, comment travailler ensemble au sein d'une équipe et en équipe euh, multifonctionnelle, par exemple. Euh, et puis, une fois qu'on en est au stade de créer, d'être en capacité de travailler ensemble et de créer des partenariats, des win-win, comme on dit, eh bien, on peut encore élargir. Et on peut avoir envie d'être au service d'une cause beaucoup plus large, de la planète. Et on sait qu'aujourd'hui, la planète, ben, c'est un sujet, hein. Il y a la planète, mais il y a aussi là où les générations futures, hein. Et donc là, on est vraiment dans cette zone plus, peut-être même un peu plus, disons-le, un peu plus spirituelle des choses. Et voilà. Et alors, je termine, Laurent, parce que c'est une longue explication, mais je ne veux pas oublier le niveau 4, qui est celui qui est essentiel, qui est le niveau charnière, qui est celui de la transformation, niveau de conscience. Alors, quand tu es au au niveau de conscience transformation, tu es le papillon, non, c'est plutôt l'inverse, tu es la chenille qui devient le papillon. Et donc, c'est pas confortable. Tu es dans ton cocon, tu sais pas. Tu sais, la chenille qui sort de son cocon. Enfin, c'est plus une chenille à ce moment-là, c'est la chrysalide. Oui. Euh, ben, c'est pas un moment très agréable pour elle, hein. C'est dur, ça demande beaucoup d'énergie, ça peut faire mal même peut-être. Euh, et puis le papillon qui vient de sortir de la chrysalide, ben, il doit rester un tout petit peu, enfin même un certain temps, comparé à la vie, à la durée de vie du papillon, c'est quand même une certaine durée où il doit rester pour que ses magnifiques ailes et ses antennes se développent. Mais c'est pas évident parce que c'est un moment un peu suspendu comme ça dans sa vie. Et donc, c'est ce moment de transformation. C'est un moment où c'est le courage qui domine. Il faut être courageux pour se transformer. Alors, une valeur typique de ce niveau-là, c'est le développement personnel. C'est avoir envie de faire à un moment donné une exploration. Donc, la majorité
des personnes que j'ai en coaching sont à ce niveau-là, parce que sinon elles ne seraient probablement pas en coaching. Euh, et c'est parce qu'il faut vraiment avoir envie de sortir de son cocon en sachant que c'est pas facile. Et une dernière chose qui est importante à savoir et dont on n'est pas souvent conscient à ce niveau-là, c'est que quand on est soi-même au niveau de conscience transformation, et bien souvent, même sans s'en rendre compte, on, on encourage les autres autour de nous à faire de même. On est une sorte d'exemple par notre, voilà, notre volonté et notre courage d'avancer. Et ça, je le dis très souvent aussi à mes clients qui ne s'en rendent pas souvent compte, parce que ce niveau-là est souvent couplé encore avec des niveaux qui sont liés à l'estime de soi et aux relations où on a des peurs et des angoisses, où il y a un manque de confiance en soi, enfin, très clairement, pas pour tout le monde, mais ça arrive très souvent. Et donc, ça, c'est quelque chose de très beau avec ce niveau-là et de très puissant. Bah, écoute, ouais, c'est vraiment super intéressant. Et c'est vrai que ce point de transformation, là, tu vois, quand la chenille sort du cocon, c'est vrai que comme tu dis, c'est un moment qui est parfois un peu désagréable, mais c'est aussi un moment qu'on doit faire soi-même. Parce qu'en fait, apparemment, si tu aides la chenille à sortir à ce moment-là, en fait, elle va mourir parce qu'elle n'a pas fait elle-même sa transformation ou sa maturation, tu vois, en suivant son timing à elle. Donc oui, effectivement, ça, voilà, c'est le point de la transformation. Et c'est marrant parce qu'en t'écoutant, ben, je pense à ça résonne avec plusieurs concepts chez moi, plusieurs expériences. Ben, déjà en termes de concepts, moi j'aime beaucoup le concept du holon, qui dit qu'en fait on est à la fois un tout et une partie d'un tout. Donc par exemple nous en tant qu'humains, ben, on est un ensemble d'atomes, de molécules, de cellules, etc. Donc ça fait l'individu. Et ça correspond quelque part à l'ego aussi. Et puis en même temps, ben, en tant qu'individu, on est le membre d'une famille, d'une communauté, d'une nation et puis du monde. Et donc là, on rejoint aussi la partie de l'âme, comme tu dis. Et d'ailleurs, c'est les mots que notamment Robert Dills emploie quand il utilise sa pyramide là, des différents niveaux logiques. Et ben, d'un côté, il place l'ego, d'un côté, il place l'âme. Et avec cette idée que finalement, bah, pour être épanoui, c'est intéressant d'avoir une espèce d'équilibre entre les deux. Et donc, bah, on rejoint aussi un peu les niveaux de conscience et finalement de pouvoir arriver à allumer les différents niveaux pour pouvoir les utiliser en fonction des contextes ou des situations. Parce que voilà, si on se retrouve en zone de guerre, bah, je pense à l'Ukraine par exemple, bah, là, c'est quand même aussi intéressant de savoir activer sa zone de survie. Et puis à l'inverse, ben, si on n'est pas dans une zone de guerre, ben, ce serait dommage d'être en situation de survie. Et donc là, c'est intéressant d'aller activer le dessus. L'autre point auquel je pensais quand tu parlais, ça me rappelle une expérience professionnelle passée où effectivement, j'étais dans un conflit avec un supérieur hiérarchique où moi, je le percevais comme étant vraiment dans le contrôle et dans la critique. Et alors que pour moi, quelque part, il y avait toute une série de choses qui n'avaient pas de sens. Et donc, je me dis, bah, tiens, c'est un peu comme si on était justement dans différents niveaux de conscience. Et donc, ça explique qu'alors, bah, c'est parfois difficile de communiquer aussi. Tout à fait. Et ça, c'est une très belle observation parce que conscientiser le niveau auquel on se trouve ou les niveaux auxquels on se trouve et ceux des autres avec lesquels on a interagi, spécifiquement en environnement professionnel, mais ça aide à ouvrir un espace de dialogue. Ça permet de comprendre où se trouve l'autre. Et donc ça c'est très très précieux. Oui, tout à fait. Et je pense que un point vraiment capital en termes de leadership conscient, parce que tu en parlais, c'est quand même aussi qu'une organisation s'assure de sélectionner des leaders qui ont suffisamment allumé des niveaux de conscience. Parce que ceux qui restent vers le bas et qui font du micromanagement, quelque part, ils vont faire un tort énorme à leurs équipes. Donc voilà, d'où vraiment là l'intérêt du travail que tu proposes sur les valeurs pour moi dans une organisation. Tout à fait. Et je suis contente que tu abordes la question ou la grande thématique du leadership conscient, parce que pour moi, un élément absolument essentiel, si on devait en retenir qu'un,
c'est la sécurité psychologique. C'est se sentir, euh, se sentir en sécurité pour s'exprimer et en même temps être dans l'écoute aussi sans crainte voilà, de ce qu'on va entendre et de quelles sont les attentes, de quoi faire avec ce qu'on entend. Mais donc d'être vraiment dans ce safe space en bon français, dans cet espace sacré, sécurisé, sécurisant, où on est dans voilà, une forme d'honnêteté respectueuse. Je fais un petit peu le lien en disant ça avec un principe qui est très américain, qui est probablement moins adapté chez nous en Europe, mais qui est la candeur radicale. De dire, voilà, c'est un courant qui dit, ben voilà, quand tu as quelque chose à dire à, euh, à ton boss ou à quelqu'un qui travaille pour toi dans ton équipe, pour toi, avec toi, hein, qui te rapporte, ben, vas-y, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de le dire et sois le plus cash possible parce que c'est ça la vraie authenticité. Là, je pense qu'il y a moyen de faire mieux en termes de justement d'intelligence émotionnelle et de respect. Mais en tout cas, d'être sur cette ligne d'honnêteté et de sécurité, euh, de sentir que voilà, il n'y a pas de risque à être soi et à s'exprimer. Et, et c'est vrai que ça fait partie avec cet outil et d'autres choses enfin, d'autres outils que j'utilise encore, mais c'est vrai que celui-ci est assez essentiel dans le travail d'exploration pour arriver à créer cet espace, ce mode de leadership conscient et cet espace sacré, comme je l'appelle, euh, qui est sécurisant. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que sécurisant aussi pour le leader, parce que voilà, être leader, c'est pas nécessairement facile non plus. Et quelque part, toute cette gestion, elle commence par soi. Enfin, en tout cas, moi, voilà, en coaching, je trouve on est chacun la personne la plus importante de notre vie. Et donc, on doit aussi pouvoir prendre cette responsabilité-là. Maintenant, quand on a la responsabilité d'autres personnes, c'est d'autant plus important. Et c'est vrai que tu parlais de sécurisation, parce que c'est vrai que le leader, il doit finalement se sécuriser lui-même, sécuriser ses équipes et sécuriser le projet de l'entreprise finalement. Donc il doit pouvoir agir à ces différents niveaux de l'ego et de l'âme. Et donc voilà, j'adore cette possibilité de faire bouger le curseur finalement. Oui, tout à fait. Et c'est aussi très intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à Simon Sinek que tu as cité tout à l'heure avec son why, hein, son pourquoi, qui a aussi parlé Lui, il appelle ça les cercles de sécurité, hein, dans lesquels on se sent en sécurité, en fait, hein. Et il dit que pour tout leader, manager d'équipe, hein, que c'est essentiel de créer un tel cercle euh, autour de son équipe, mais donc à tous les niveaux, ça se joue à tous les niveaux de l'organisation, parce que si il ne le fait pas, il ou elle évidemment ne le fait pas, eh bien la conséquence de ça, ça va être que de l'énergie, une quantité immense d'énergie va être perdue en, euh, euh, en en réaction on appelle ça le fight or flight, en réaction de méfiance et de compétition interne. Et c'est au détriment des individus en termes de bien-être, mais de toute l'organisation et de ses résultats. Et donc, ça, c'est aussi un concept voilà, qui se relie bien à ce que tu viens d'expliquer. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, ah oui, alors, le point suivant. Alors ça, c'est pour moi super intéressant, c'est le parallélisme entre les différents niveaux de conscience et les chakras. Alors, Laurent, on- je dois dire que j'ai trouvé ça super parce que dans une de nos discussions qu'on a eues précédemment, tu as vu ce parallélisme et je me suis dit, oh, waouh, oui, c'est intéressant.
Et donc voilà, comme tu es bien plus spécialiste que moi en matière de chakras, bah, je propose de te laisser un peu développer si tu veux. Oui, bah écoute, avec plaisir. Alors, bon, je ne prétends pas que je suis un spécialiste, mais je peux partager en tout cas une vision et de se dire que finalement, les chakras, c'est un peu des centres énergétiques, si tu veux, des espèces de mini-cerveaux qu'on a dans le corps. Alors, il y a les sept principaux qui sont illustrés ici, mais apparemment, il y en a des dizaines et des dizaines un peu partout. Et sur un plan, je vais dire, plus occidental, on peut vraiment faire le parallélisme entre la localisation des chakras et les glandes qui produisent les hormones. Donc en bas, on va avoir les organes sexuels, puis au-dessus, on va avoir les surrénales, le pancréas, les digestifs, puis le thymus, puis la thyroïde. Et puis au-dessus, si je ne me trompe pas, on a la glande pinéale pour le troisième œil. Et je ne sais plus, peut-être l'hypophyse au-dessus. Je suis plus sûr des deux derniers, mais en tout cas, voilà, il y a chaque fois des glandes qui produisent des hormones. Et donc, il y a vraiment ce lien-là. Et donc là, on fait le lien entre finalement les réflexions mentales qui se font au niveau du néocortex avec le reste du corps, avec le système nerveux autonome, où on fait les connexions entre le conscient et l'inconscient, justement en passant par le corps. Et le fait ben, justement d'avoir ces mini-cerveaux énergétiques qui fonctionnent plus ou moins bien, parce que c'est un peu comme les niveaux de conscience, ils ne sont pas nécessairement tous allumés ou on ne vibre pas tous aux différents niveaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont vibrer en moyenne plutôt au niveau d'un certain chakra que de l'autre, c'est aussi ce qu'on appelle les familles d'âmes. C'est un autre sujet, mais c'est un peu la même idée. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, ouais, tiens, c'est vraiment super intéressant d'avoir ce parallélisme et de se dire que finalement, bah, si on veut, bah, si on vit nos valeurs, parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est comment on les vit concrètement dans nos actions du quotidien, bah, voilà, ça passe aussi par le corps. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que finalement, comme tu disais, le quatrième chakra, là, qui est, enfin, le centre qui est lié à la transformation, qui est le point charnière, bah, au niveau des chakras, c'est celui du cœur. Cœur qui a donné le mot courage hein, par étymologie, tu vois, donc il y a vraiment le parallélisme entre les deux. Et en termes d'exercice concret, bah ça me fait penser à la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration. On va inspirer pendant 5 secondes et puis expirer pendant 5 secondes, ce qui va permettre d'équilibrer les deux branches du système nerveux, le sympathique qui est un peu l'accélérateur et le parasympathique qui est le frein. Et justement, ben avec ce type de respiration qui est aussi centrée au niveau du cœur, parce qu'on peut très bien la faire en imaginant le cœur qui gonfle et qui se dégonfle en fonction de l'inspiration et de l'expiration, ben on va avoir un rééquilibrage au niveau du corps. Et donc, ça peut être un rééquilibrage aussi entre l'ego et l'âme, tu vois. Et c'est super important. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, le cœur, il est connu comme pouvant générer un champ électrique et un champ électromagnétique beaucoup plus important que celui du cerveau. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de contagion, de communication émotionnelle, ben physiquement, ça se traduit comme ça, puisque notre cœur, ben voilà, il va rayonner, je vais dire, et produire des vibrations qui sont inconscientes, mais qui sont bien là physiquement et qui vont permettre les interactions entre différentes personnes. D'ailleurs, je conseille très fortement aux personnes qui veulent se réunir pour avoir prendre des décisions importantes, parfois où les gens qui ont un peu du mal, voilà, pour lesquels les réunions ne sont pas efficaces, ben, pratiquer la cohérence cardiaque tous ensemble avant, ça va permettre à la fois d'avoir un équilibrage individuel, mais aussi un équilibrage collectif. J'ai déjà participé à une expérience en ce sens. Donc voilà, donc c'est là pour moi, voilà, ce qui est passionnant, c'est de faire le lien entre ces concepts dont on peut parler, comme voilà, les valeurs, les besoins, etc. Et puis finalement, ben, comment on les vit réellement au quotidien et comment on peut agir dessus. Donc ben, voilà, là clairement, la cohérence cardiaque, c'est un exemple. Ça permet de se rééquilibrer physiquement et donc ça va permettre aussi de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde et d'avoir un meilleur équilibre pour moi entre ces valeurs qui sont plus celles de l'ego, qui sont indispensables, avec celles de l'âme voilà, qui vont au-delà de nous et de pouvoir garder le curseur au bon endroit parce qu'on peut avoir des personnes qui sont peut-être trop dans l'âme et qui vont avoir tendance à s'oublier elles-mêmes. Et puis à l'inverse, d'autres personnes qui se referment un peu trop sur elles et puis qui finalement ne se sentent pas bien parce que justement, il leur manque
cet aspect de communication à l'extérieur, de contribution, voilà, d'agir sur quelque chose qui est plus grand que soi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce modèle et ce parallélisme. Et du coup, peut-être pour conclure, on peut arriver sur cette dernière dia sur laquelle je voudrais te rendre la parole. Et voilà, je voudrais voir pourquoi tu choisis ce symbole et qu'est-ce qu'il représente pour toi. Ah ben, je te l'explique avec plaisir. Peut-être juste, si tu me permets, une toute petite parenthèse sur ce que tu viens de raconter, euh, pour te dire que je trouve vraiment génial que tu apportes chez tes clients et notamment en entreprise où c'est pas forcément évident, cet aspect, tu parlais de cohérence cardiaque et donc de rééquilibrer finalement nos aspects énergétiques corporel, plus symbolique aussi, avec, avec le mental où on est en fait quasi tout le temps. Et donc de refaire ce rééquilibrage-là, je trouve que c'est très bien et que c'est quelque chose que moi de mon côté je fais aussi. Je le fais beaucoup, je travaille beaucoup en photolangage avec les images, aller plus vers la symbolique des choses, aussi avec le focus des sensations sur les sensations corporelles pour favoriser notre intuition en prise de décision, etc. Mais donc, ce sont des aspects avec la cohérence cardiaque dont tu parlais qui sont euh, certainement dans un milieu assez traditionnel ou traditionnaliste, qui ne sont pas encore vraiment, enfin, qui paraissent un peu étranges. Et je trouve que c'est une belle mission que tu as que que d'aller introduire ça et de faire passer tes clients par cette expérience. Ouais. Et juste Voilà. avant que tu ne répondes sur le schéma, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu parlais effectivement d'observer un peu les sensations et l'intuition. Et là, je t'invite, lors des prochaines fois où tu le fais, de voir aussi où ça se localise, si tu veux, où les sensations, parce que probablement que tu pourrais alors faire un lien aussi avec les chakras et peut-être les niveaux de conscience. Donc voilà, peut-être une expérience à tenter de voir par rapport à ça. Ou par exemple, quand les personnes se disent, ah ben, tiens, moi j'ai telle valeur, chez moi elle n'est pas rencontrée. Ben oui, mais tiens, où est-ce que ça se sent? Est-ce que c'est une tension dans le bas du ventre? Est-ce que c'est plutôt au niveau du cœur où on a une compression? Ou est-ce que c'est plutôt au niveau de la tête? Voilà, expérience intéressante à faire. Très bien. Mais écoute, je te prends en mot et à la première occasion, je me lance dans l'expérience et je te raconterai. Ah On pourra ben, peut-être refaire une discussion à ce moment-là. avec plaisir. Voilà. Mais donc, tu me demandais, oui, voilà, la spirale. La spirale, c'est mon totem, c'est mon symbole. Euh, Pourquoi? Parce que avec les valeurs, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On travaille au cœur de soi-même. Tout commence par là. Et c'est quelque chose pour moi, même au niveau personnel, hein. Je t'ai parlé de ce voyage introspectif personnel que j'ai commencé il y a quelques années. Et c'est vraiment cette vision-là que j'avais, cette vision d'être au cœur de ma spirale, au début de quelque chose, mais un début tout à fait essentiel, une étape que je ne pouvais pas passer au risque de ne pas avoir les fondations pour entamer ce mouvement ascendant, croissant, ascendant, qui va, qui croît, mais de façon toujours plus large, parce que au fil de nos expériences de vie et de nos introspections et de la connaissance de soi, hein, eh bien, on élargit le champ des possibles et on se crée de nouvelles opportunités et finalement on s'ancre beaucoup plus dans notre vie en étant flexible et agile en fonction des différents stades auxquels on se trouve, comme on en parlait tout à l'heure. Mais donc tout ça commence au cœur de notre spirale. Et donc moi, voilà, j'aimerais bien que beaucoup d'autres gens voilà, se sentent un peu au cœur de leur spirale et, euh, et ça pour moi voilà, c'est une vision très très enthousiasmante.
Mais c'est, oui, moi j'adore aussi l'image. Je t'avoue que j'en ai une qui ressemble, qui est un peu différente. Moi, c'est un peu chacun sa Sa culture. spirale? Non, oui, sa culture, c'est que voilà, c'est un peu comme le bat signal. Tu vois, dans Batman, là, tu vois, il y a la petite lampe et puis tu as le cycle de Batman qui est qu'on voit dans le ciel. Et en fait, moi, j'aime bien dire aussi que l'individu, bah, finalement, il est au centre. Et puis, bah, ce qu'on projette, ce qu'on peut faire, bah, par exemple, dans le cas d'un entrepreneur, ça va être son projet entrepreneurial. Et du coup, bah, et pour y arriver, bah, c'est vraiment une spirale avec les différents niveaux d'évolution. Il y a aussi la spirale dynamique qui reprend un peu des concepts dont on a parlé, hein, où on a cette évolution et aussi cette possibilité à certains moments de redescendre, puisqu'en fonction des contextes, on va peut-être aller réactiver des anciens niveaux de conscience. Ça, c'est pas un ascenseur avec une voie unique, hein, on bouge sur la spirale. Et ce qui est intéressant aussi avec cette histoire du bas de signal et de spirale, c'est que, ben, en général, au fur et à mesure où on évolue, on va aussi avoir des satellites autour des différents niveaux de la spirale qui vont être les personnes que l'on rencontre. Et en fonction de notre évolution, ben, on va aussi attirer des personnes différentes. Et donc, ben, globalement, voilà, on va avoir des personnes différentes au niveau de la spirale. Et donc, ben, une façon d'évoluer, c'est aussi une façon de fréquenter d'autres personnes, et notamment ben, celles qui sont un peu plus près du bas de signal là, qu'on veut projeter finalement. Laurent, là, c'est moi qui te pique la métaphore, hein. Ah bah écoute, Comme ça, on est quitte. voilà, on est à Mais 1 sur la métaphore, mais voilà. Oh non, ça c'est bien. Aussi, oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis, de les rencontres qu'on fait en fonction de où on se trouve à un moment donné, en termes de niveau de conscience. Et moi, je suis convaincue que, tu vois, il y a des rencontres qui se font, on est sur le même niveau de conscience et on peut avancer ensemble, créer des liens, des collaborations, etc. Et puis à certains moments, on a l'impression de clasher un peu avec, comme tu disais tout à l'heure dans ton exemple, avec des gens qui sont à un autre niveau un autre niveau de conscience. Moi, je suis persuadée que ces rencontres-là, elles sont aussi utiles, elles ont des choses à nous apprendre. Et donc, c'est là que c'est un petit peu comment dirais-je, cette notion de growth mindset, c'est de prendre finalement toutes les occasions qui nous sont données pour se demander, tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi-même et sur éventuellement ma relation avec les autres. Mhm. tout à fait, tout à Et alors, juste pour terminer, si tu me permets, sur la spirale, euh, aussi peut-être juste dire qu'il ne faut pas oublier que la nature a compris tout ça bien longtemps avant nous, hein, avec de magnifiques exemples de cette croissance organique, magnifiquement organisée au niveau du végétal, au niveau du minéral, voilà, aussi chez certains animaux, on a aussi, et chez certains mammifères, on a aussi des par exemple, les écailles qui sont positionnées d'une façon qui est spiralée. Enfin, voilà, c'est une petite parenthèse, mais pour dire que voilà, on n'a rien inventé. fait. Tout à fait. Non, mais écoute, super. Écoute, un énorme merci pour cet échange. Je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose avant de clôturer. Ben, si, moi je me demande comment toi tu pourrais utiliser ces notions autour des valeurs et du modèle qu'on a vu ensemble dans tes activités à toi. Oui, donc ça, excellente question. Donc, comme j'en parlais, moi, c'est vrai que c'est vraiment important pour moi de jouer sur les deux axes, c'est-à-dire à la fois l'ego, parce on est la personne la plus importante de notre vie, et en même temps sur l'âme, sur la contribution, et de faire ce lien, ben, notamment dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Et donc, ben voilà, c'est ce que je développe et c'est ce que je présente aussi dans une vidéo sur les mindsets, dont je mettrai le lien ci-dessus. On pourra une fois peut-être faire un échange comparatif parce que voilà, avec différents niveaux de mindset, ça ressemble un petit peu aussi
à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, ben, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir, à certains moments, ben, travailler en collaboration et donc ben, travailler, par exemple, avec quelqu'un comme toi et justement de faire ce lien avec ce modèle que toi, tu maîtrises beaucoup mieux et puis de voir comment on peut vraiment aller de cette vision un peu, je vais dire, stratégique, conceptuelle, à la réalité de terrain, et puis de se dire, bah, OK, si on définit que dans notre entreprise, on veut par exemple le respect de chacun, mais comment concrètement on l'applique? Parce qu'il y a pas mal d'entreprises où je sais qu'il y a des gens qui se sentent pas bien, qui peut-être éventuellement même vont jusqu'au burn-out. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissonance entre certaines valeurs qui sont affichées par l'entreprise et finalement comment ces valeurs sont vécues sur le terrain. Et donc voilà, moi c'est vraiment important d'avoir en fait cette cohérence via le fait de faire toutes ces connexions. Donc c'est un peu comme bah, l'exemple qu'on a vu, hein, les différentes valeurs et puis finalement les chakras et comment on peut faire, comment on peut utiliser une technique, la respiration, la cohérence cardiaque, par exemple, ben voilà, on est sur le cœur, on est sur l'harmonisation. Du coup, on peut être, si on est mieux avec soi-même, on est mieux avec les autres, et ainsi de suite. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis vraiment très, très heureux de pouvoir échanger avec toi parce que ça m'a provoqué quelques déclics là. Et donc, ben voilà, je me réjouis de continuer à échanger avec toi, peut-être pourquoi pas lors d'une prochaine vidéo, parce que je vois que tu es maintenant super à l'aise. Donc voilà. Mais en tout cas, un tout grand merci pour ce bel échange. Ben écoute, merci à toi. Même chose, les déclics de mon côté aussi. Je repars même avec une expérience à tenter. Merci beaucoup de m'avoir invité et avec plaisir à la prochaine occasion de discuter de tout ça. Eh bien, super. Et donc, je précise aussi aux personnes qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas de mettre vos questions en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, ben voilà, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Ça aide vraiment au niveau du référencement et ça permet de continuer à vous proposer comme ça des échanges de qualité. Donc voilà, merci à tous. Merci Laurence et à bientôt pour de nouvelles vidéos.